La première blessure du retour. Il arrive un moment où l'on a traversé sa nuit la plus obscure et où l'on se heurte à la vérité la plus implacable. Ce que l'on a vu là-bas, dans les profondeurs, personne d'autre ne peut le saisir. Les mots s'effondrent avant même de naître. On voudrait parler, raconter ce que l'on a vécu de l'intérieur. Mais le langage est trop étroit pour cela, trop superficiel, incapable de porter le poids de ce que l'on a contemplé dans son propre abîme. C'est la première blessure de la remontée à la surface. Cette lucidité qui creuse un gouffre silencieux entre soi et ceux qui vivent encore au niveau des apparences. Dans ton regard réside désormais quelque chose qu'aucune étreinte ne parvient à atteindre. Une connaissance qui se situe au-delà de toute consolation, au-delà de toute compréhension. Tu es revenu, mais tu n'es pas devenu meilleur. Tu es revenu différent, et cette différence t'effraie toi-même. Ce dont je vais parler maintenant, c'est le paradoxe que Carl Jung a saisi en profondeur dans sa réflexion sur la naissance de l'individu. Ce n'est pas une version améliorée de soi-même qui revient, mais quelqu'un d'entièrement autre. Ce récit t'accompagnera à travers la transformation psychologique et spirituelle que l'on ne perçoit vraiment qu'après avoir franchi le seuil de choses dont personne ne parle. Qu'est-ce qui t'attend de l'autre côté de ta métamorphose la plus profonde ? Nous examinerons pourquoi le monde devient à la fois plus transparent et plus distant. Pourquoi des liens que tu croyais éternels se dissolvent-ils ? Et pourquoi d'autres se fichent-ils ? Que signifie selon Jung cette liberté vertigineuse qui advient lorsqu'on accueille enfin ce qu'on avait autrefois rejeté ? Reste avec moi, car ce qui suit est peut-être la seule carte capable de t'orienter dans ce monde étranger et nouveau où tu viens de poser le pied. La perte qui ne s'efface pas. La perte que tu portes en ce moment n'est pas celle d'une personne ou d'une situation. C'est la perte de l'innocence spirituelle. Il n'existe plus de chemin de retour vers ces certitudes qui t'offraient jadis un sentiment de sécurité. On ne peut pas se glisser à nouveau dans le giron des anciennes croyances. La fissure est là, et ce qui s'y est engouffré a transformé, jusqu'à la façon dont tu perçois le monde. Tu te tiens dans la même pièce, entouré des mêmes personnes, et pourtant tu ne te reconnais plus toi-même. L'écart est incompréhensible. Eux sont restés intacts. Toi, tu es en ruine à l'intérieur, et tu en es néanmoins sorti vivant. C'est cela qui a engendré le premier silence, celui qui t'accompagnera désormais toujours. Non pas le silence de l'absence de mots, mais celui de qui a vu quelque chose qu'on ne peut plus désormais ne pas avoir vu. Jung a beaucoup écrit sur la naissance de l'individu, sur la plongée dans les ténèbres, sur la confrontation avec sa propre ombre. Mais il s'est moins attardé sur ce qui vient ensuite. Cette solitude radicale qui commence avec l'intégration, quand on ne fuit plus devant soi-même, quand on finit par se retrouver face aux parties de soi qu'on a rejetées toute sa vie. Et non seulement on les affronte, mais on s'assoit à leur côté. Quelque chose bascule en toi. Tu entres dans un espace psychique que la grande majorité des gens s'évertuent à éviter tout au long de son existence. Tu n'es plus une partie de l'inconscient collectif. Tu n'appartiens plus à ceux qui cherchent la sécurité dans des illusions partagées. Les rôles fondés sur le consensus, les mensonges confortables, la réalité commune deviennent transparents, et cette transparence te bannit. As-tu remarqué que tu vois les gens différemment ces derniers temps ? Ce n'est pas un jugement, même si les autres peuvent facilement le mal interpréter, c'est une vision claire, brute, non sollicitée, d'une précision implacable. Tu vois comment ils projettent leurs propres ombres sur leurs partenaires, leurs enfants, leurs collègues. Tu perçois comment leurs blessures non traitées se manifestent dans chacune de leurs paroles. Quand ils s'expriment, tu n'entends pas seulement leurs mots, tu entends la peur qui les sous-tend, l'évitement, le cramponnement désespéré à l'illusion du contrôle. Voilà ce qui se produit lorsque quelqu'un intègre sa propre ombre. Une sensibilité presque insupportable à l'ombre des autres s'éveille en lui. La rupture avec le champ commun. Jung appelait participation mystique cet état où l'on s'identifie instinctivement aux autres, où les frontières se dissolvent et où l'on fusionne émotionnellement avec le groupe. Mais après la nuit obscure, cette participation s'inverse. Tu te détaches, tu sors du champ émotionnel commun
et ce détachement ressemble à un exil. Tu ne vibres plus sur la même longueur d'onde qu'eux. Ils parlent une langue qui ne résonne plus jusqu'à tes os. Toi, tu émets sur une fréquence qu'ils n'entendent plus. Cette solitude n'est pas liée à une situation particulière. Elle est ontologique, présente au niveau même de l'être. Il existe une solitude singulière, familière seulement à ceux qui se sont réconciliés avec ce que d'autres continuent de nier. La lumière de ton ombre. Tu ne nies plus tes aspects destructeurs. Tu les as regardés de près. La cruauté, l'égoïsme, les pulsions manipulatrices que Jung appelait l'ombre. Et tu as compris que ceux-ci ne s'opposent pas à ta lumière, mais que c'est d'eux que ta lumière se nourrit. Pendant ce temps, tout autour de toi, chacun continue de jouer un spectacle infiniment épuisant. Paraître bon, rester acceptable, répondre aux attentes. Cela ne t'intéresse plus, cela ne peut plus t'intéresser. Cette partie-là est morte dans le feu. La leçon la plus difficile, ne pas sauver. Et maintenant que tu vois la blessure des autres, tu la vois trop bien. Une tentation dangereuse se présente. Le désir de les sauver, de les conduire hors de ce qu'eux seuls peuvent traverser. Mais ta propre descente t'a appris quelque chose. Personne ne peut être sauvé de sa propre nuit obscure. C'est un chemin qui exige du courage, et toute tentative d'en extraire quelqu'un prématurément ne fait que retarder son retour. Tu apprends à être présent sans rien réparer, à tenir l'espace sans intervenir, à respecter ce droit sacré qui appartient à chaque être humain, celui de sa propre transformation. Et c'est plus difficile que tu ne le croirais. Quand le langage ne suffit plus, quelque chose se modifie dans ton rapport aux mots après ton retour. Le désir d'être compris, cette force qui anime une grande partie de la communication humaine, commence peu à peu à se dissoudre. Tu ne veux plus tout dire. Tu réalises que pour que quelqu'un comprenne véritablement ce que tu as traversé, il lui aurait fallu parcourir les mêmes paysages intérieurs. Les mots sont des ponts, certes, mais il existe des distances que le langage ne peut plus franchir, et alors tu acceptes la solitude. Non comme un problème à résoudre, mais comme une compagne. Elle devient une présence silencieuse et digne à tes côtés. Les conversations superficielles te fatiguent soudainement au niveau physique. Ton corps se rétracte quand quelqu'un te demande « code 0 » en attendant les réponses apprises. Tu t'es extrait de la mécanique bien huilée des échanges convenus. Le bruit de cette mécanique racle désormais ton système nerveux comme du papier de verre. Non parce que tu te crois supérieur, mais parce que tu as muté, tu es descendu. Et maintenant, tout ce qui n'effleure que la surface te semble une insulte à la vérité que tu as trouvée au prix d'un si grand effort. Tu ne cherches plus à te connecter, tu cherches des témoins. Ce n'est pas l'ancien type de lien qui te manque. À présent, tu as besoin de témoins, d'âmes capables de supporter le poids de ta vérité sans chercher à l'alléger, à la corriger ou à la rendre plus confortable. L'ego qui voulait s'imposer est mort. La partie de toi qui jouait pour les applaudissements, qui mesurait sa valeur à la reconnaissance, qui cherchait en permanence un retour extérieur, n'a pas survécu à la nuit obscure. Ce qui reste est plus silencieux et n'a plus besoin de miroirs extérieurs pour savoir qui il est. La mort du masque. C'est ce que Jung appelait la persona, cette identité construite qui sert d'intermédiaire entre ton monde intérieur et les attentes de la société. Quand ce masque s'effondre, quelque chose de plus authentique naît, mais aussi de plus invisible. Tu possèdes désormais ta propre lumière, mais tu ne l'exhibes pas. Ce n'est pas par modestie, c'est par profond respect pour ceux qui commencent seulement à s'habituer à l'obscurité. Il y a un étrange paradoxe dans cette invisibilité. Tu as atteint ton propre noyau, cette présence pure sous tous les conditionnements, et pourtant tu la dissimules. Pourquoi ? Parce que tu as compris. Tout le monde n'est pas prêt à recevoir toute la lumière. Si tu rayonnes trop intensément dans des espaces qui ne peuvent pas encore supporter cette clarté, tu n'aides personne. Tu n'éclaires pas, tu aveugles. La sensibilité de la compassion. C'est pourquoi tu apprends à moduler avec finesse. Tu rejoins les autres là où ils en sont. Tu offres autant de vérité qu'ils peuvent en absorber à cet instant. Ce n'est pas un mensonge, c'est de la miséricorde.
Elle naît d'une sagesse que tu as achetée au prix fort. Après la nuit obscure, la reconstruction ne commence pas par l'apprentissage, mais par l'oubli. Jung a décrit ce processus comme la phase zéro de la renaissance de la personnalité, même s'il n'a pas employé exactement ces termes. C'est le point zéro de l'identité, là où tout ce que tu avais cru être toi s'est réduit en cendres, quand les rôles deviennent poussière. Les rôles que tu jouais, la bonne petite fille, le professionnel parfait, l'ami toujours disponible, n'étaient que des costumes, et il n'en reste plus que de la cendre. Tu te tiens parmi les décombres, sans scénario, sans rôle prédéfini, sans point d'ancrage pour savoir ce que tu devrais être. Ce vide est à la fois effrayant et sacré. Les anciens rôles ne t'ajustent plus. La jeune femme obéissante qui avalait sa colère pour préserver la paix. Le professionnel exemplaire qui avait bradé son identité pour une promotion. L'ami perpétuellement présent qui avait oublié de prendre soin de lui-même à force de panser les plaies des autres. Ces versions ne peuvent plus être rappelées à l'existence. Elles n'ont jamais été véritablement vivantes. Elles n'étaient que des adaptations. Des stratégies de survie, des tentatives de navigation dans un monde qui exigeait « sois moins que ce que tu es ». La nuit obscure a traversé ces fausses identités de part en part. Tu es resté là, à nu, sans ornement, mais enfin véritablement toi-même. La vacuité radicale. À présent, ta force ne vient pas du fait que tu sais tout, mais de ta capacité à demeurer dans le vide sans chercher désespérément à le remplir. C'est radical, parce que tout ce qui t'entoure t'enseigne le contraire, accumule encore plus de savoir, de compétences, de reconnaissance, de preuves de ta valeur. Mais toi, tu as trouvé une autre ancre dans le manque. Le vide intérieur n'est pas quelque chose dont il faut fuir, c'est un espace fertile. Une profondeur obscure où de nouvelles formes d'existence peuvent germer sans être perturbées. Tu apprends à faire confiance au vide, car il enseigne ce que la plénitude n'a jamais pu. Le retour dans le corps. La nuit obscure t'a banni de ton esprit et t'a ramené dans ton corps. Tu avais vécu si longtemps dans ta tête. Tu cherchais à avancer par l'analyse, les stratégies, les pensées. Un paysage intérieur qu'on ne peut qu'éprouver. Mais la chute dans les ténèbres se produit dans le corps, dans le ventre, dans l'oppression de la poitrine, dans le tremblement des muscles, dans le rythme de la respiration. Et quand tu reviens, ton corps n'est plus un simple véhicule, c'est un territoire sacré. Tu commences à prêter attention aux sensations, aux instincts, à ce savoir cellulaire qui sait encore quand la conscience ne fait que questionner. C'est ce retour au soma, cette connaissance incarnée, que Jung lui-même considérait comme la pierre angulaire de la plénitude humaine. Le refus qui protège. Quelque chose de nouveau prend racine en toi, un refus conscient. Les gens s'attendent à ce que tu rebondisses, que tu retrouves les vieilles ornières, que tu reprennes cette existence qui n'existe plus. Mais tu comprends ce qu'ils ne comprennent pas. La normalité était une prison, déguisée en confort. L'ancienne vie était une asphyxie lente, emballée dans les apparences du succès. Tu ne précipiteras pas ta reconstruction uniquement pour que les autres se sentent moins mal à l'aise face à ta douleur. Tu ne feras pas semblant d'aller bien juste parce qu'on s'y attend. Ce refus est à la fois autodéfense et respect de soi. Une limite qui protège ce fragile bourgeon en train de pousser encore sous la surface. Entre deux mondes. Tu te déplaces maintenant différemment dans le monde. Tu vis simultanément dans deux réalités. L'une est le monde des formes et des structures, le monde visible sur lequel la plupart s'accordent. L'autre est l'espace des énergies et des archétypes, ce monde que Jung a cartographié. Tu es capable de passer de l'un à l'autre sans perdre ton centre. Tu parles de choses pratiques tout en percevant les schémas plus profonds qui les animent. Tu participes à la réalité de surface tout en restant profondément enraciné dans la dimension symbolique. Cette double appartenance est d'abord vertigineuse, mais avec le temps, elle devient ta demeure. Y a-t-il quelque chose en toi qui déstabilise les gens ? Rarement ils savent l'exprimer avec précision, mais toi tu le sais déjà. Tu es devenu un miroir.
Un miroir dans lequel ils pourraient entrevoir ce qu'ils ne sont pas encore prêts à reconnaître en eux-mêmes. Ton silence fait ressortir leur agitation. Ton acceptation souligne leur résistance. Ta cohérence intérieure rend leur fragmentation plus apparente. Ce n'est pas quelque chose que tu leur fais. C'est simplement ce qui se produit quand quelqu'un a affronté sa propre obscurité et en est revenu. Une vie non examinée devient insupportablement visible lorsqu'elle se tient aux côtés de quelqu'un qui s'est lui-même passé au feu. La vision des cycles. Tu vois maintenant des cycles partout. La mort et la renaissance ne sont plus des concepts abstraits, mais des schémas qui réapparaissent encore et encore. Dans les relations, dans les étapes de la vie, dans les couches successives de ton âme. Tu pressens quand quelque chose touche à sa fin, quand il est temps de lâcher prise, quand il faut se déliter pour laisser place à quelque chose de nouveau. Et ce regard s'étend au-delà des limites de ta vie personnelle. Tu vois les sociétés, les systèmes, les institutions se débattre dans leur agonie, mais tu ne crains plus cet effondrement, parce que tu sais désormais que le changement passe par la destruction. La renaissance précède toujours la mise en croix. Tout commencement naît d'une fin. La connaissance qui dépasse la logique. Ta perception est devenue si aiguisée qu'elle semble presque surnaturelle. Un seul instant suffit pour savoir. Qui absorbe l'énergie et qui la restitue? Qui projette ses propres besoins insatisfaits? Qui est véritablement présent? Qui parle depuis sa blessure et qui parle depuis sa sagesse? Et tu agis en conséquence. Tu n'es plus disposé à taire tes ressentis intérieurs simplement pour rester poli ou respecter les règles du jeu social. Ce n'est pas de la froideur, c'est une clairvoyance qui fait maintenant partie de ta protection intérieure. Le centre que rien ne peut ébranler. Il réside en toi désormais une forme de sérénité au cœur du chaos extérieur. Quand les autres paniquent, tu restes dans ton axe. Quand une crise fait rage autour de toi, tu ne te morcelles pas. Non parce que tu es indifférent, non parce que tu t'es coupé du monde, mais parce que tu as déjà vécu l'effondrement intérieur total. Tu as survécu à la dissolution de tout ce que tu tenais pour toi-même. Désormais, aucune tempête extérieure ne peut t'ébranler comme autrefois. C'est éveillé en toi ce que Jung aurait peut-être nommé l'axe intérieur inébranlable. Une stabilité qu'aucune circonstance extérieure ne peut traverser. Tu es devenu un aimant, et cela comporte une responsabilité. Tu attires les gens maintenant. Souvent, ils ne savent pas eux-mêmes pourquoi, mais ils perçoivent quelque chose en toi, quelque chose d'innommable, qui leur fait cruellement défaut à eux-mêmes. Les âmes blessées te trouvent instinctivement. Elles ont le sentiment que tu détiens la clé qui peut ouvrir leurs portes fermées. Cette attraction n'est pas un choix. Tu ne la recherches pas, et elle est pourtant là, parfois un fardeau, car tu n'avais pas demandé à baliser le chemin dans l'obscurité des autres, et tu es là quand même. Tu émets une fréquence que seuls ceux qui ont touché leur propre fond entendent vraiment. Cette force magnétique apporte avec elle une nouvelle tentation. Le désir de devenir guide, meneur, guérisseur. Mais là aussi réside un danger, car si tu endosses ce rôle trop tôt, cela n'aide pas, cela détourne. Tu n'es pas un guérisseur si tu saignes encore toi-même, si tu n'as pas encore intégré pleinement ton propre chemin. Si ta transformation intérieure ne s'est pas encore déposée jusqu'aux os, prendre en charge la guérison des autres n'est souvent qu'une fuite. Une fuite pour éviter de traverser le dernier tronçon de ta propre route. Jung en a parlé clairement. Le guérisseur blessé est véritablement une force immense, mais seulement lorsque la blessure a été consciemment incorporée dans l'âme. Sinon, tu ne feras que saigner sur les autres et appeler cela un remède. Tu n'as plus rien à prouver. La nuit obscure t'a appris que ta vérité ne dépend pas du retour que te renvoie le monde extérieur. Ta valeur ne dépend pas du fait qu'on croit en toi, qu'on te comprenne, qu'on applaudisse ton histoire. C'est peut-être le plus grand renversement intérieur. Pendant une grande partie de ton existence, tu cherchais ton miroir dans le regard des autres. Il te fallait qu'ils te confirment qui tu es, pour te sentir réel. À présent, tu es ton propre miroir. Tu sais qui tu es parce que tu t'es rencontré là-bas, en bas, là où il n'y a pas de témoin,
seulement la présence de la conscience, le corps de l'expérience. Tu comprends maintenant quelle différence il y a entre être sage et avoir traversé quelque chose. La sagesse peut être théorique, empruntée aux livres, élaborée intellectuellement. Mais l'expérience s'inscrit. Elle se grave dans ta peau, elle s'installe dans la mémoire de tes muscles, elle se tatoue dans les cicatrices. Tu n'as pas de certificat, pas de titre, pas de méthodologie. La preuve, c'est toi-même. L'héritage que tu rapportes de la nuit obscure ne contient ni recette ni programme à vendre. Il n'y a pas 7 étapes vers l'éveil. Ce que tu offres, c'est une présence. La présence silencieuse de quelqu'un qui est descendu et qui en est revenu. Ce ne sont pas tes cartes qui sont précieuses, c'est ta disponibilité à cheminer auprès de quelqu'un sur cette terre qu'on ne peut pas tracer à l'avance. C'est là l'enseignement que Jung lui-même a vécu. Le chemin de l'âme vers la plénitude est différent pour chacun, et le véritable accompagnement n'est pas une boussole, mais une compagnie dans l'obscurité. La vraie histoire ne promet pas de solution. Ton histoire n'inspire pas au sens habituel du terme. Elle ne contient pas de triomphe, pas de leçon qui la clôture joliment, pas de conseil universel que d'autres pourraient réutiliser. Ton histoire est déconcertante, brute et laissée ouverte, et c'est précisément cela qui lui donne sa valeur. Les histoires polies jusqu'à l'éclat, celles qui arrondissent la leçon avec soin, mentent. Elles effacent la complexité et font ainsi plus de mal que de bien. Ton histoire, avec ses tensions, ses blessures et son ambiguïté, dit une vérité plus profonde. Le changement n'est pas linéaire, la guérison n'est pas un chemin droit, et la plénitude porte en elle la fracture aussi. Tu n'as pas choisi cela, tu l'as hérité. Tu n'as pas choisi ce rôle, mais tu es maintenant celui qui garde la blessure intégrée, celui qui se souvient de ce que seule la chute peut enseigner. Tu comprends des choses sur la psyché humaine qu'aucun livre ne peut transmettre. Des choses que tu ne peux savoir que si tu t'es retrouvé face à face avec ta propre profondeur. Le savoir que tu ne caches pas, mais ne partages qu'avec discernement. Ce que tu sais désormais, tu le protèges non pas en le dissimulant, mais en ne l'ouvrant qu'à ceux qui y sont prêts, qui ne l'ont pas obtenu facilement, qui ont payé le prix de la confrontation intérieure, qui sont descendus dans leur propre profondeur sans en fuir. Il existe un phénomène que Jung a remarqué, mais rarement mis en avant. La transmission silencieuse, quand il n'y a pas d'enseignement, pas de mots, pas de méthode, seulement la présence. Et cette simple existence est déjà en elle-même une permission. Une permission pour les autres de commencer à descendre. Ton vécu légitime leur chute. Ton intégration invite leur travail sur l'ombre. Le simple fait que tu existes envoie déjà ce message. Il est possible d'aller dans les ténèbres et d'en revenir, et ce qui t'attend de l'autre côté est plus réel que tout ce que tu avais connu auparavant. La liberté de l'acceptation. Et quand tu as pleinement accepté ce chemin, quelque chose d'une liberté saisissante arrive. Tu n'attends plus que quiconque comprenne ce que tu as traversé. Tu lâches le besoin que ta transformation prenne un sens aux yeux des autres. Tu acceptes que ce chemin ne soit que le tien. Il est peut-être illisible pour d'autres, mais il n'en est pas moins réel. Et c'est alors que tu trouves les autres, ces âmes rares, à qui il n'est pas nécessaire d'expliquer quoi que ce soit, parce qu'elles aussi ont parcouru leurs propres abîmes. Vous vous reconnaissez instantanément, non dans les mots,
mais dans la résonance, dans cette fréquence particulière qu'irradie seulement celui qui est mort et renaît, tout en continuant de respirer. Le retour qui n'est plus un retour. Tu crois être revenu, mais ce n'est plus le même endroit. Tu marches sur la même terre, mais tes pieds n'appartiennent plus à la même gravité. Le monde n'a pas changé, mais ton rapport à lui s'est radicalement transformé. Tu es là, et pourtant pas tout à fait. Tu es présent dans la vie, mais pas de la même manière qu'avant. C'est cet état entre deux mondes, pas entièrement ici, pas entièrement là. Il persistera probablement, et d'une façon étrange, tu trouves la paix dans cette impermanence constante. Des dissolutions silencieuses, les anciens attachements se défont sans dispute. Il ne se passe rien de spectaculaire, ils tombent simplement, comme les feuilles d'automne se détachent des branches. Non parce que quelqu'un a commis une faute, mais parce que les résonances ne s'accordent plus, parce que tu n'entres plus dans ces espaces. Les conversations qui t'absorbaient autrefois sonnent maintenant creux. Les choses qui te consumaient jadis semblent lointaines. Les valeurs selon lesquelles tu organisais autrefois ta vie ne te parlent plus. Cette dissolution ne réclame pas d'effort, ne nécessite pas de décision, seulement un abandon, l'acceptation que quelque chose s'est accompli et qu'il est temps de laisser aller. Clôture. L'enseignement sans enseignement. La phase ultime n'est pas le retour, mais la présence entre les deux. Non comme un maître, non comme un guide, non comme un illuminé, mais comme un être humain qui a parcouru le chemin et qui n'indique pas la direction, qui est simplement là et demeure avec toi dans l'obscurité. Le silence qui n'est plus solitude. La solitude n'est pas devenue un état passager. Ce n'est pas une phase qu'on surmonte pour revenir à la connexion. C'est important. Tu n'es pas seul parce que tu guéris. Tu es seul parce que tu as guéri sur une fréquence que peu atteignent. Et il y a une paix profonde dans le fait de cesser enfin de combattre cette réalité. La tentative épuisée de combler quelque chose qui ne peut être comblé, de traduire ce qui est intraduisible, de se connecter là où il n'y a pas de niveau de conscience commun. Tout cela peut enfin se taire. Tu acceptes la solitude comme un état naturel. Et dans cette acceptation, la solitude se transforme. Elle n'est plus un manque, mais un foyer. Tu n'as pas guéri, tu t'es transformé. La nuit obscure ne t'a pas guéri, elle t'a transformé. Et cette différence change absolument tout. Guérir signifie revenir à une ancienne intégrité. Se transformer, c'est devenir quelque chose qui n'existait pas auparavant. Tu n'as pas rassemblé l'ancien toi d'avant la crise. Cet être-là a disparu. Et il est bien qu'il ait disparu. À sa place, quelqu'un d'autre est né. Quelqu'un que tu n'aurais pas pu imaginer avant. Quelqu'un que l'obscurité a forgé et que le silence a trempé. Cette transformation est irréversible et totale. La solitude devient un sanctuaire. L'abandon ultime arrive quand on lâche ce désir que quelqu'un comprenne ce qu'on a traversé. Et dans ce moment, quand tu acceptes que ta transformation n'appartient qu'à toi, il se produit un réaccordage subtil mais profond. La solitude, qui semblait jusqu'ici une punition, devient un sanctuaire, et dans cet espace, dans cette vastitude, tu les rencontres enfin. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont exactement assez. Ceux qui parlent ta langue, parce qu'eux aussi l'ont apprise dans les abîmes. La reconnaissance est immédiate, sans mots. Elle se produit dans un regard, avant que quiconque n'ait parlé. Ce sont les tiens maintenant. Non ceux qui te connaissaient autrefois, non ceux qui ont regardé ta transformation de l'extérieur, mais ceux qui se sont eux-mêmes descendus dans leur propre obscurité et qui portent maintenant le même silence que toi. Jung connaissait parfaitement ce chemin. La naissance de l'individu est toujours solitaire. Il savait que devenir soi-même implique d'abandonner le confort collectif, les illusions partagées, cette prison mentale silencieuse où tout le monde peut rester tranquille à condition de ne jamais s'éveiller. Il savait que le prix de la plénitude psychologique se mesure dans les relations qui ne peuvent plus contenir la vérité que tu es devenu. Et il savait que la récompense n'est pas l'ovation de la multitude,
mais la reconnaissance des rares qui ont accompli le même travail sacré. Le paradoxe, tu es devenu plus toi-même et moins reconnaissable. Ce que tu vois maintenant, après la nuit obscure, la plupart ne le verront jamais. Non parce qu'ils en sont incapables, mais parce qu'ils ne le souhaitent pas. Le prix est trop élevé, le risque trop grand, l'inconfort trop intense. Ils restent donc en surface, tandis que toi, tu habites les profondeurs. Et cette distance entre vous ne disparaîtra jamais complètement. C'est le paradoxe ultime de la transformation. Tu es de plus en plus toi-même et de moins en moins reconnaissable. Tu trouves ta vérité et, ce faisant, tu perds ta tribu. Tu gagnes tout et tu laisses partir ceux qui ne peuvent pas te suivre sur ce nouveau territoire conquis. Mais tu vois cela aussi. Tu vois le cadeau tapi dans l'isolement. Tu es enfin libre. Libre de ne plus avoir à jouer. Libre de ne plus avoir à te justifier. Libre de ne plus t'épuiser à te rendre digeste pour ceux qui de toute façon ne pourraient absorber ta vérité. Libre d'être exactement ce que l'obscurité t'a révélé être, sans excuse, sans traduction, sans compromis. Et cette liberté, cette permission radicale d'exister, c'est pour cela que tu as traversé les abîmes. C'est la récompense qui peut soutenir toutes les pertes. Si tu te reconnais dans tout cela, si ces mots atteignent cet endroit en toi où seule la vérité peut entrer, alors abonne-toi à la chaîne. Cet espace s'adresse à ceux qui ont déjà traversé le feu, et voient maintenant avec d'autres yeux. Écris un mot en commentaire, un seul, un unique mot qui dit où tu en es dans ta propre transformation. Pas besoin d'explication. Ceux qui savent comprendront. Et n'oublie pas, ton courage, celui d'avoir regardé dans l'obscurité, donne aux autres la permission d'affronter la leur. Le don de ton intégration appartient au collectif, même si celui-ci ne le reconnaît pas. Poursuis ton chemin. Ceux qui doivent te trouver reconnaîtront la lumière que tu portes, même si elle est encore voilée.